Là, j'essaie d'être assez objectif, de ne pas avoir l'air de ne pas être dans l'émotion et dans le jugement. Ça va décevoir tout le monde, parce que quand on est objectif sur la situation israélo-palestinienne, on déçoit et les pro-palestiniens et les pro-israéliens. Mais là, on fait de la géopolitique, vous me posez des questions géopolitiques. Après, mon sentiment, mon empathie personnelle, c'est autre chose. Alexandre Delval dit ici quelque chose de crucial. Quand on essaye d'être objectif, on se fait des ennemis des deux côtés. C'est précisément ce que j'avais dit dans une vidéo que j'ai publiée l'année passée sur ce même conflit, en demandant de ne pas tomber dans ce piège, parce que, surtout pour les personnes comme nous, c'est-à-dire moi certainement, et au moins 99% de mon public, qui ne vit pas en Israël ni en Palestine, on n'est pas directement concerné, et en tombant dans le manichéisme, c'est eux les gentils, c'est eux les méchants, non seulement on n'apporte rien à personne, mais en plus, on s'éloigne d'autant plus d'une solution de paix. Bon, on n'a pas d'influence sur ce qui se passe, donc quoi qu'on dise ne changera probablement rien, mais en quelque sorte, en se battant entre nous, entre ceux qui sont pro d'un côté et pro de l'autre, on ne fait que élargir le conflit. Des deux côtés, il y a des gens bien, et des deux côtés, il y a des gens mauvais, et malgré son prisme pro-israélien, dont je suis parfaitement conscient, Alexandre Delval explique ça très bien ici, donc je vous laisse écouter 1 minute de plus de sa longue interview, mais j'ai pris qu'un petit extrait, et puis on prendra d'autres extraits, d'autres intervenants pour creuser un petit peu et venir jusqu'au conflit syrien qui a recommencé très récemment. Des deux côtés, on peut dire qu'il y en a il y a un acteur, quelques acteurs en Israël et quelques acteurs du côté libanais et palestinien qui ont besoin de l'autre. Ils l'inventeraient même presque pour exister. Sans Israël qui les agresse, le Hamas, les Houthis, le Hezbollah et la présence iranienne au Proche-Orient n'a plus aucune raison d'être. Et vice-versa, certains qui ne veulent absolument pas d'État palestinien et le pourrir et le rendre impossible, ils ont intérêt à continuer la colonisation, que les Israéliens appellent plutôt les implantations, et ils ont intérêt à ce que du côté palestinien n'émergent pas des gens raisonnables, à qui on pourrait confier les clés d'un État, mais des gens déraisonnables qui prouvent qu'il ne faut pas donner d'État palestinien. Ce qui est très important de comprendre ici, c'est que dans les deux camps, il y a des mauvaises personnes qui veulent la guerre. Et soutenir ces personnes est négatif pour le camp que vous soutenez. La guerre, clairement, est négative pour Gaza, où il y a énormément de victimes. Là, il n'y a personne qui le nie. Alors certains minimisent un peu, d'autres exagèrent un peu, comme partout. Mais c'est un massacre horrible. Si vous niez ça, c'est que vous avez vraiment un problème. Mais même si vous êtes 100% pro-Israël, et que vous estimez que la guerre est justifiée pour sa sécurité, etc., que vous fermez les yeux sur les victimes civiles, etc., même là, il faut que vous compreniez que la politique actuelle d'Israël, qui n'est pas soutenue par tous les Israéliens, est négative pour Israël. Israël est victime de la guerre voulue par une partie de ses élites. Ça, c'est, je dirais, le cœur du message. Et rares sont les gens qui disent ça. Et pour ça, je vais vous faire écouter quelqu'un que j'aime bien, dont j'ai parlé trop peu. Je pense que j'ai mis un extrait venant de lui dans une de mes vidéos sur l'Ukraine, alors que souvent, quand il est interviewé, il dit des choses très intelligentes. Et ici, il parle de ce conflit. Encore une personne qui est plutôt pro-israélienne. Il le dit en tout cas, il aime bien Israël. Mais il explique avec des mots très justes que la politique choisie par le gouvernement actuel, dont Netanyahou évidemment, est une politique négative pour Israël. Et il est triste pour Israël. Et ça, c'est très important. Parce que si les gens qui, comme moi, voudraient la paix pour tout le monde, comprenaient ça, on entendrait moins des commentaires du genre « Allez, Israël, il faut continuer la guerre, etc. » Alors que cette guerre, elle n'est pas négative que pour les ennemis, elle est négative pour Israël. Et il enchaîne avec le conflit en Syrie. Et donc, ça me permettra d'être déjà assez complet avec les quelques minutes d'interview de Guy Métan que je vous invite à écouter très attentivement. Moi, je dirais même que c'est tragique pour Israël. J'y suis allé une dizaine de fois, j'ai des amis là-bas, j'ai encore assisté à un Shabbat absolument extraordinaire il y a quelques années, mais ça me fait presque de la peine pour
pour Israël, quand on aime Israël, de voir à quel point, au fond, cette surréaction, après l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, a engendré tant de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Alors, génocide, j'aime pas employer ce mot, mais on peut pas fermer les yeux sur ça. C'est impossible de ne pas voir les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité que commettent les Israéliens en ce moment en Palestine et au Liban. Malgré toute l'affection ou l'amour qu'on peut avoir pour ce pays et pour ses habitants. Et là, pour moi, c'est la pire, effectivement, parce que les Juifs qui avaient tant souffert, et moi j'ai connu quand même pas mal de gens qui avaient survécu au camp de concentration, mais les survivants de la Shoah seraient atterrés par ce qui se passe, parce que commet actuellement Israël. D'ailleurs, il y en a encore qui se sont exprimés à ce sujet, on ne les entend pas dans nos médias, mais ils le disent, que notre pays soit devenu comme ça. Et beaucoup d'Israéliens sont choqués. Un ministre ancien chef d'état-major israélien, ce week-end, a parlé de purification ethnique à Gaza. Absolument. Et donc ça, on ne peut pas ne pas le voir. Alors, on peut essayer de le nier, on peut faire du déni de réalité, c'est ce qu'essayent de faire nos gouvernements et beaucoup de nos médias, mais cette vérité-là ne va pas s'effacer, ne va pas s'oublier, et malgré toute la propagande, parce que sur le plan militaire, c'est sûr qu'Israël est en train de dominer la situation, mais ça va pas effacer le conflit, et ça va pas faire en sorte que la mémoire va subsister dans les pays arabes, qui devront être très prudents par rapport à leur coopération future avec Israël, parce que les peuples ne vont pas oublier ça, ce qui a été fait. Même Erdogan, qui maintenant est du côté d'Israël contre Assad, le président Assad, aujourd'hui, ces jours-ci, les Turcs, et même Erdogan a dit qu'il a condamné Israël, donc il va falloir voir comment il va jouer avec ça en étant maintenant l'allié objectif d'Israël contre Assad. Ça, c'est des choses qui ne s'oublient pas. Et puis le grand changement, comme je l'ai dit, c'est la montée en puissance de la Chine et le fait que la Chine est la première puissance économique mondiale de façon irréversible, mais c'est que ces gens-là ont des médias. Nos médias, nous avions pu dominer parce que nos médias dominaient. Nos agences de presse couvraient l'essentiel de la planète. Ça n'est plus le cas. Maintenant, vous avez des médias arabes, Al Jazeera, qu'on connaît, qui est la chaîne la plus connue, mais il y en a des dizaines d'autres, et des médias chinois, des médias africains, qui couvrent et qui donnent une autre vision du monde. Ce qui veut dire que nous sommes encore capables de faire de la propagande chez nous, de convaincre une majorité de notre population que nous avons raison, qu'il faut aller bombarder Poutine jusqu'au Kremlin. Nous avons encore cette capacité-là dans les médias majoritaires en Occident, mais nous ne l'avons plus hors d'Occident. Et c'est la même chose qui va se passer pour Israël. Donc je pense que après la victoire militaire d'Israël, qui sera peut-être fêtée, les lendemains risquent quand même d'être beaucoup plus difficiles pour Israël que ce à quoi les dirigeants actuels s'attendent, notamment vis-à-vis du reste du monde. Plusieurs choses importantes ont été dites, notamment le fait que nos médias ne parviennent plus à convaincre la planète entière, que leur propagande n'est plus crue que chez nous. C'est très frappant. D'ailleurs, je dois vous avouer que j'ai fait un compte sur Blue Sky, qui est censé être en concurrent de X donc anciennement Twitter, le réseau d'Elon Musk, parce que justement, la majorité des gens sur la planète ne croient plus les mensonges des médias occidentaux. Et donc, quand les médias occidentaux, même les grands, comme Ouest France, Le Parisien, etc., publient sur X, j'ai regardé, ça fait entre 90 et 95% des commentaires, quand on parle d'Ukraine par exemple, ou même du Moyen-Orient, même si la situation est plus complexe, comme on est en train de le voir. En Russie, c'est assez simple, mais les gens ne le croient plus. La planète entière ne le croit plus, sauf quelques Occidentaux, mais même chez les Occidentaux, c'est une minorité qui le croit.
Et donc, l'idée du réseau Blue Sky, c'est de laisser entre eux les gens qui ne veulent pas voir la réalité évoluer et rester dans le narratif occidental. Alors bon, je n'ai que, 10 followers, je viens d'arriver, et tout ce que je dis, je suis agressé tout de suite, insulté, aucun dialogue, il n'y a personne qui essaye d'écouter mes arguments, il n'y en a pas un qui regarde mes démonstrations, insulte, blocage et signalement. C'est tout ce que j'ai eu droit, donc je pense que mon compte va rapidement être supprimé, mais c'est vraiment impressionnant, c'est des gens qui veulent rester dans une bulle, déconnectés de la réalité. Et donc, si des gens me demandent pourquoi je perds du temps, entre les guillemets, parce que j'estime que ce n'est pas une perte de temps, à parler de ce conflit, qui, il est vrai, ne me concerne pas directement, j'habite en Colombie, je ne m'occupe pas tellement du Moyen-Orient, mais c'est parce que j'ai envie que mon entourage occidental, que ce soit ma famille, mes amis, mes clients, quand je dis mes clients, mes anciens clients et peut-être mes futurs, puisqu'on est en train de s'installer ici et qu'on va ouvrir donc des voyages, des séjours à Loma Mershan, je vous en ai parlé dans une vidéo, j'y reviendrai, je retourne d'ailleurs à Loma Mershan ce mois-ci. Bref, j'ai envie que les gens soient correctement informés. Alors, mon idée, c'est pas de vous contenter de ce que je dis. Sur ce conflit, j'ai déjà fait une vidéo il y a un an, j'en refais une maintenant, je ne vais pas en faire toutes les semaines. Or, le conflit, il évolue, il y a des informations tous les jours. C'est juste pour que vous vous rendiez compte que les informations de vos médias sont fausses. Elles sont fausses. C'est-à-dire que, on le voit depuis 2022, je l'avais annoncé d'ailleurs, en 2022 j'avais fait une vidéo sur la propagande, mais même moi qui l'ai annoncé, j'ai été surpris de la déconnexion totale entre les informations données en Europe et la réalité. C'est un point, c'est vraiment impressionnant. Et donc, cette vidéo est de nouveau une mise en garde pour dire attention, ne croyez pas tout ce que vous racontent les médias, et vous donner des liens, des idées de personnes à écouter qui vous transmettent des informations correctes. Alors ils peuvent faire des erreurs, il n'y a aucune des personnes que je vous conseille qui est 100% parfaite. Mais elles vous permettent d'entendre un discours alternatif aux médias qui est plus proche de la réalité et qui rééquilibre un petit peu les choses. Le respect de la déontologie journalistique, c'est le critère qui permet de faire la différence entre un journaliste et un animateur, radio, télé ou autre. La semaine dernière, Anthony Bélanger, le secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes, nous rappelait quelques bases de la déontologie journalistique, parmi lesquelles le fait de s'informer auprès de différentes sources, de vérifier les informations que l'on reçoit, et bien sûr d'aller chercher l'information sur le terrain. Pour ce qui est d'aller chercher les informations sur le terrain, à Gaza, c'est impossible, dans la mesure où Israël interdit aux journalistes l'entrée dans l'enclave palestinienne. Reste donc à vérifier les informations que l'on reçoit, à s'assurer qu'elles soient vraies ou pas. On va le voir, beaucoup de médias mainstream n'ont aucun problème à appliquer le doute systématique lorsque l'information provient de Palestiniens. Par contre, lorsque c'est l'armée israélienne qui transmet des informations, là on voit que très souvent, cela devient vérité absolue qui n'appelle à aucune vérification. Cette semaine a commencé avec un nouvel épisode génocidaire horrible, à savoir le bombardement par l'armée israélienne de tentes de personnes déplacées dans l'enceinte de l'hôpital Al-Aqsa dans le centre de Gaza. 5 personnes sont mortes brûlées vives, une 60aine d'autres ont été blessées, dont certaines gravement brûlées qui ne survivront probablement pas à leurs blessures. Pour reprendre les mots du célèbre psychothérapeute juif canadien Gabor Maté, les images qui nous arrivent en ce moment de Gaza, c'est un peu comme regardez Auschwitz sur TikTok. Pourtant, ce nouvel épisode génocidaire, dont les images ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, a été à peine évoqué dans les grands médias et ceux qui en ont parlé l'ont fait sous un angle tout à fait surprenant. Parmi ceux-ci, on peut citer l'émission Quotidien de la chaîne de télévision TMC du groupe TF1. Vous allez le voir, plutôt que d'accorder un temps d'antenne décent aux victimes, Quotidien a jugé bon de relayer les propos de propagandistes d'Israël sur cet événement horrible. Et on va revenir maintenant sur cette vidéo de l'incendie où l'on voit un corps brûlé, image qu'on a floutée. Beaucoup ont cru à une fake news sur les réseaux sociaux, notamment en raison de celui qui a posté la séquence. Il s'appelle Saleh Al-Jafaraoui, il a 25 ans et cumule près de 5,3 millions d'abonnés sur son compte Instagram. Et voici comment on en parle sur les plateaux arabes. Il est devenu une précieuse source du terrain et il cumule des millions de followers sur les réseaux sociaux.
Qui est donc ce Al-Jafaraoui, le jeune homme qui provoque la machine médiatique hébraïque? Mais son CV n'est pas vraiment le même d'un point de vue israélien. Il est surnommé Monsieur Pallywood, contraction de Palestine et d'Hollywood par ses détracteurs. Celui qui se présente comme chanteur sur sa page Instagram est devenu l'une des principales figures gazaouis à couvrir la situation sur place. Des gens meurent brûlés vifs dans un hôpital, mais le plus important pour les journalistes de quotidien, c'est qu'un jeune Palestinien fort suivi sur les réseaux sociaux était présent sur place et que des sionistes l'accusent d'être un acteur. Quotidien finit néanmoins cette séquence en précisant que la vidéo du jeune homme a bien été authentifiée, mais en disant bien qu'il faut toujours rester très prudent lorsqu'on a affaire à des images en provenance de Gaza. Alors, nous on veut bien rester prudent, mais on aimerait bien que les journalistes mainstream soient tout aussi prudents lorsqu'il s'agit de traiter des informations en provenance de l'armée israélienne. Pour le moment, on en est loin, et c'est même pire que cela, puisque le même jour, sur LCI, une autre chaîne du groupe TF1, on assistait à une véritable entreprise de justification de l'attaque d'Israël contre les casques bleus de la FINUL, une attaque qui a fait plusieurs blessés dans les rangs des forces du maintien de la paix au Liban. C'est une séquence d'anthologie qui va suivre, et elle est signée par le journaliste vedette, ou plutôt l'animateur vedette de LCI, David Pujadas, qui se transforme ici en véritable propagandiste d'Israël. Avec cette question, le gouvernement israélien, l'armée israélienne, le gouvernement est-il en pleine dérive dans son bras de fer avec l'ONU, avec la force de l'ONU au sud Liban, la FINUL? C'est ce qu'on pourrait penser, en tout cas à première vue. Vous en avez entendu parler tout le week-end. Les condamnations viennent de quasiment partout. Après, eh bien, le fait que 2 chars israéliens aient pénétré par la force dans l'enclave d'une des enclaves de la FINUL au sud Liban, et puis le fait que des soldats de la FINUL, et semble-t-il, étaient visés délibérément, non pas par des tirs, mais par on va pas rentrer dans le détail militaire, mais par des effets secondaires d'une opération militaire qui se soit trouvée incommodée, et il y a plusieurs blessés. Mais est-ce si simple, au fond, puisque immédiatement vient à l'esprit le fait que l'ONU, c'est l'arbitre. L'arbitre est impartial, l'arbitre est là pour la paix, et cet arbitre, il ne faut surtout pas l'intimider, il ne faut surtout pas protester contre lui. Est-ce si simple? C'est la question que je pose ce soir. Ce concert de protestation mérite-t-il d'être aussi unanime? C'est ce qu'on appelle une question qui en dit long. A-t-on finalement raison de s'indigner qu'Israël s'attaque aux soldats de l'ONU? Pourquoi donc ne laisserait-on pas Israël s'en prendre aussi au casque bleu, dans la mesure où on le laisse commettre un génocide depuis 1 an à Gaza et maintenant aussi un nettoyage ethnique au Liban? Vous allez le voir, David Pujadas et sa collaboratrice nous fournissent une réponse absolument renversante à ces questions, juste après avoir exposé les protestations de quelques figures internationales. Gli atti ostili compiuti e reiterati dalle forze israeliane contro la base UNP 131 potrebbero costituire crimini di guerra. Crime de guerre, possible, dit le ministre italien des Affaires étrangères. Montage Victor Gabet. Justine, voilà que surgissent ces images troublantes qui posent la question de la passivité, voire, disent certains, de la complicité de la FINUL à l'égard du Hezbollah. Oui, effectivement, des tunnels du Hezbollah dont l'entrée du premier est cachée sous cette trappe construite à quelques dizaines de mètres seulement du quartier général de la FINUL, où les troupes de l'ONU sont implantées depuis 30 ans. Comment imaginer qu'aucun de ces casques bleus n'ait aperçu la construction du tunnel, puis les va-et-vient des hommes du Hezbollah, d'autant que ces galeries sont installées quasiment à la frontière, ce qu'on appelle la ligne bleue qui sépare Israël et le Liban, et dont la règle absolue, en théorie, est qu'elle doit être démilitarisée. Alors précisons le contexte, c'est l'armée israélienne qui a organisé cette visite de presse hier, avec des journalistes de l'AFP, de l'agence de presse Reuters et des grandes chaînes israéliennes. Les journalistes ont pu constater ce tunnel que vous allez voir et cette échelle qui mène plus bas à un bunker souterrain qui servait vraisemblablement de cache d'armes. Et cet exemple, vous allez le voir, n'est pas isolé parce qu'à quelques centaines de mètres, cette deuxième entrée de tunnel, cachée cette fois dans un sous-bois, et cette fois vous allez voir qu'on pénètre à l'intérieur. Écoutez. It's a front post for Hezbollah warriors to bunker down and wait for their operation to attack Israeli settlements. You see, it's fortified from above to block any Air Force bombings. We have here this blue barrel. It's filled with water, so that Hezbollah warriors can bunker down here for a long time.
À l'extérieur sont exposées les armes retrouvées dans ce tunnel, des roquettes, des mitrailleuses, des munitions, des grenades, du matériel dernier cri d'après l'armée, directement envoyé par l'Iran et par la Russie, mais aussi des gilets pare-balles, des casques ou encore des chaussures. Là encore, quand le drone qui filme prend de la hauteur, on constate effectivement qu'on n'est qu'à quelques dizaines de mètres du QG de la Finule. On retrouve, vous allez le voir, le même mirador que sur la vidéo précédente, et c'est d'autant plus saisissant que plusieurs caméras de surveillance protègent le site et qu'aucun de ces va-et-vient ne pouvait visiblement passer inaperçu. Et plus globalement, ces images viennent donner du crédit à l'accusation portée par Israël depuis des années et des années. Effectivement, Israël accuse la Finule de ne pas remplir sa mission, qui était de garantir un Liban Sud démilitarisé. On le voit, la rhétorique de David Pujadas et sa collaboratrice est implacable. 1. On a retrouvé des tunnels à proximité du quartier général de la Finule. 2. Ce sont des tunnels du Hezbollah. 3. Ces tunnels contenaient des armes. 4. La Finule était au minimum au courant, voire carrément complice. 5. Netanyahou a finalement raison d'attaquer et de menacer les soldats de l'ONU. Ce n'est pas dit tel quel, mais l'enchaînement des séquences le suggère de manière très claire. Ce n'est plus du journalisme, c'est de la propagande à l'état pur, une propagande extrêmement grave vu qu'elle légitime le recours à la violence contre une force internationale de maintien de la paix. La seule chose qui sauve un tant soit peu cette émission, c'est l'intervention ensuite du général Dominique Trinquant, qui rappelle quand même que le rôle de la Finule est de maintenir la paix et pas d'agir contre le Hezbollah. Pour le reste, cette émission constitue un véritable cas d'école de la façon dont certains journalistes peuvent se transformer en propagandistes, puisque 1. Leur seule source d'information, c'est l'armée israélienne. Ni la Finule, encore moins le Hezbollah, ne sont interrogés au sujet des tunnels découverts. 2. Le fait que l'armée israélienne aurait découvert des armes dans un de ces tunnels est présenté comme une vérité indiscutable, alors même qu'on sait qu'à Gaza, précédemment, l'armée israélienne a déjà mis en scène de fausses découvertes d'armes, comme l'a notamment révélé la BBC. 3. Aucun des journalistes de LCI n'a pris la peine de se rendre sur place, puisqu'ils se contentent de relayer les images tournées par l'AFP. Et ça, c'est vraiment très dommage, puisque s'ils avaient été sur le terrain, ils auraient sans doute pu constater que, à côté du poste d'observation de la Finule, en blanc, il y avait un autre poste, celui-ci de couleur grise. Selon la plateforme GeoConfirmed, cette tour grise est en réalité une tour d'observation de l'armée israélienne qui aurait été construite entre les mois de mai et septembre 2023. Alors si on doit s'étonner que la Finule n'ait pas eu connaissance de l'existence des tunnels du Hezbollah, il faut aussi se poser la même question pour l'armée israélienne. Mieux, il faudrait peut-être se demander pourquoi l'armée israélienne révèle l'existence de ces tunnels seulement maintenant, c'est-à-dire au moment précis où la Finule devient un acteur gênant dont Israël cherche à se débarrasser par tous les moyens. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, beaucoup de médias mainstream ne font tout simplement plus leur travail et se sont transformés en porte-parole d'Israël, c'est-à-dire en propagandistes de guerre. Face à cela, à Télé-Palestine et plus largement à Investigation, on tente de faire contrepoids, on essaye de fournir un travail de réinformation. Alors que les deux premiers intervenants sont plutôt pro-israéliens, même s'ils sont critiques et ils ont raison par rapport à la politique du gouvernement Netanyahou, je voulais aussi vous montrer un extrait issu d'un canal totalement pro-palestinien, qui a l'avantage de ne pas s'en cacher. Ça s'appelle Télé-Palestine, c'est une création de Michel Colomb, qui a également créé Investigation. Michel Colomb est un très bon analyste, mais c'est vrai qu'il a tendance à prendre très fort le parti des gens qu'il estime être dans leur bon droit. En fait, je ne pense pas que ce soit grave d'avoir un camp. Je reproche à personne d'être pro-israélien, pro-palestinien, on a des raisons personnelles ou autres, on a visité tel et tel pays, on a des amis. Je pense que le plus important, c'est d'être honnête. Et donc, on peut défendre un camp en disant pourquoi, mais on ne rend pas service à son camp si on nie la réalité de l'autre. Par exemple, dans le conflit russo-ukrainien, même si je n'ai aucune affinité ni avec l'un ni avec l'autre de départ, il se fait que j'ai suivi l'actualité pour différentes raisons depuis 2014, et je vois bien que les faiseurs de guerre sont les Occidentaux et que la Russie essaie de se défendre. C'est la raison, et uniquement la raison pour laquelle je défends la Russie. Sinon, j'ai pas grand-chose à voir avec la Russie. Je parle pas russe, même si j'aimerais bien et que j'apprends un petit peu. Je parle pas ukrainien, j'ai jamais été en Russie, j'ai jamais été en Ukraine. Et donc, quand je dis pourquoi je fais des vidéos en faveur de la Russie, il y a deux raisons. La première, c'est que j'estime qu'ils sont dans leur bon droit. C'est pas pour ça qu'ils n'ont pas fait d'erreur, mais par rapport aux Occidentaux qui, eux, enfin les Américains surtout, et les Européens suivent comme des petits toutous,
dans leur idée donc de créer une guerre pour détruire la Russie. Ils ne s'en cachent même plus, il y a plein de documents qui le montrent, et tant pis pour ceux qui ne veulent pas le voir. Moi je continue à dire ce que je pense sincèrement. Bien sûr je peux faire des erreurs comme tout le monde. Donc l'investigation est pro-palestinien. Au moins il n'y a pas de malentendu. Et on sait pourquoi. Michel Colomb et son équipe sont totalement choqués, à raison encore une fois, par le génocide, même si moi j'ai pas peur du mot, donc à Gaza. Et comme je le dis, il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême et nier les horreurs faites par son camp. Donc si vous êtes pro-palestinien comme Michel Colomb, j'espère que vous ne niez pas que, en particulier le Hamas, dont tout le monde parle, mais il y a aussi d'autres groupes, notamment le djihad islamiste, qui sont des gens qui font des saloperies également, des saloperies par rapport aux ennemis, mais même par rapport à leur propre population. Il y a de terribles corruptions, la façon dont on prend le pouvoir est souvent violente. Il y a des gens, par exemple, d'une opposition au Hamas. Le Fatah, je crois, le parti qui est au pouvoir en Cisjordanie, a été invincé de Gaza de façon violente. On a tué les représentants, les militants, etc. Ça, c'est le Hamas qui a fait ça. Et donc, si vous niez ça, vous ne rendez pas service aux Palestiniens. C'est ça que j'essaye de dire. Donc, investigation, c'est intéressant. Il y a leur chaîne Télé Palestine, donc, et vous voyez que faire pour la Palestine. Enfin, au moins, c'est clair. Au moins, on sait dans quel camp ils sont. Et donc, les informations qu'ils donnent, soit elles sont totalement partiales, soit elles essaient d'être plus ou moins objectives, même si elles sont orientées. Alors, est-ce qu'on peut être objectif et orienté? Je pense que l'extrait que je viens de vous montrer est à la fois objectif et orienté. Mais pourquoi orienté? Et parce qu'elle le dit dans son émission, là, la dame, qui parle de façon très très claire, je trouve c'est intéressant. Sa démonstration est remarquable. Elle défend la Palestine, donc elle n'est pas en train d'informer, mais elle ne désinforme pas non plus en disant que le Hamas, ce sont des saints. Mais elle montre qu'il y a une désinformation considérable en Occident en faveur d'Israël. Et ça, c'est vrai, par rapport aux médias. Alors que dans la rue, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Et donc je pense que c'est un travail de journaliste de montrer ce genre d'incohérence. Est-ce que ça veut dire qu'on justifie, encore une fois, ce que fait le Hamas et les autres groupes terroristes? Moi, j'ai pas peur de le dire, non plus. Vous voyez? On peut dire que le Hamas est terroriste et dire que Israël pratique un génocide à Gaza. C'est pas incompatible. Et je pense même que tous les gens honnêtes devraient reconnaître les deux, reconnaître les erreurs des deux côtés. Ça, c'est vraiment le point principal sur lequel j'insiste, et j'aimerais bien que les personnes qui écoutent ma vidéo comprennent. Je vous reproche pas d'être pro-israélien, je vous reproche pas d'être pro-palestinien, mais si vous défendez un génocide, ou si vous défendez des actes terroristes, même si on peut comprendre les raisons qui expliquent, c'est jamais acceptable. Tuer une population n'est jamais acceptable, même s'il y a beaucoup de terroristes dedans, et de gens qui veulent votre mort. C'est pas comme ça qu'on agit. Et on peut aussi comprendre que les Palestiniens veuillent attaquer Israël vu la situation, mais c'est pas pour ça qu'on tue des civils, des femmes, des enfants. C'est que le mot nuance n'existe plus en France. C'était Sonia Mabrouk que j'interviewais récemment et je souscris totalement à ce qu'elle disait. C'est qu'aujourd'hui vous pouvez aujourd'hui, je pense, vous indigner et de manière, je sais pas comment on peut plus s'indigner qu'on le fait. On peut s'indigner de ce qui s'est passé le 7 octobre à raison et s'indigner aussi de ce qui est fait depuis le 7 octobre par Benjamin Netanyahou, et c'est pas forcément, moi c'est un parti pris là, c'est un jugement que je porte, mais c'est pas un jugement que je porte d'abord sur la communauté juive, sur Israël. Voilà, on circonscrit ça à la politique, et je veux dire, on peut ne pas. Ce qui est terrible, c'est qu'en France, il faut être à 100% pour A ou 100% pour B, mais vous ne pouvez pas trouver que parfois un invité peut dire des propos pertinents et un autre des propos aussi pertinents, bien que ne partageant pas la nuance, voilà, n'existe pas. Exactement. Un monde sans nuance, c'est un monde violent. Il y a des gens mauvais des deux côtés, il y a des gens qui veulent la guerre des deux côtés, il y a des violences des deux côtés. Et si vous voulez que ça cesse, il faut comprendre les deux points de vue. Seulement voilà, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, c'est plus compliqué que deux points de vue. Et c'est comme ça que je fais la transition vers la guerre en Syrie. Je ne vais pas parler beaucoup de cette guerre, d'abord on n'a pas beaucoup d'informations, mais je voudrais que vous vous rendiez compte du double jeu que font beaucoup de gens. La Turquie, Israël, les États-Unis, la Russie parfois aussi. Mais c'est très important que vous compreniez qu'en Syrie, ce qui se passe, pas seulement depuis cette année, la première guerre, si je peux m'exprimer ainsi, d'il y a 12 ans comme ça, qui a duré 7 ans, hein, c'était très très long. Il y a une implication occidentale, principalement américaine, mais française aussi, hein, il y avait des soldats d'ailleurs français à l'époque, dans le nord de la Syrie,
l'implication est très tordue, parce que les Occidentaux soutiennent de façon un peu indirecte et un peu discrète, mais de moins en moins discrète quand même, les islamistes. L'État islamique fonctionne notamment grâce à la Turquie, membre de l'OTAN, mais aussi grâce à l'Arabie Saoudite à l'époque, qui est alliée des États-Unis, armée par les États-Unis, et d'ailleurs les islamistes avaient principalement des armes américaines. Est-ce que les choses ont évolué? Eh bien, l'attaque islamiste, de groupes islamistes, affiliés à Al-Qaïda, après ça change de nom, il y a des branches, etc. Mais c'est toujours des islamistes. Par contre, il ne faut pas confondre, il ne faut pas croire que tous les musulmans, et même tous les islamistes, sont d'accord entre eux. Je vous rappelle, et je sais que beaucoup de gens font la confusion en Europe, que le Hezbollah, ennemi d'Israël, qui défend à sa manière le Liban, qui contrôle le Liban, allié de l'Iran, est un très grand ennemi de l'État islamique, et quand l'État islamique attaquait en Syrie, parmi les troupes au sol les plus efficaces pour lutter contre, il y avait le Hezbollah. Et d'ailleurs, l'attaque actuelle contre Alep, la région d'Alep en Syrie, par des islamistes, peut avoir lieu parce que le Hezbollah est très occupé au Liban avec la guerre contre Israël. Donc vous voyez, c'est un billard à 12 bandes, hein, pas à 3 bandes, et les médias occidentaux ne vous disent pas la réalité, ça je pense que vous l'avez compris, mais même les gens qui vous disent la réalité, ou en tout cas qui essayent, comme moi, avec leurs erreurs peut-être, parfois ils n'arrivent pas à bien expliquer. Le jeu par exemple de la Turquie est très compliqué. La Turquie qui se rapproche des BRICS, qui est alliée à la Russie sur certains sujets, or la Russie est alliée de Bachar al-Assad, et là c'est la Turquie qui attaque. Enfin c'est pas la Turquie directement, mais ce sont les islamistes armés par les Turcs. Seulement voilà, Bachar al-Assad est un ennemi d'Israël. Je vous rappelle que le Golan est une région syrienne occupée depuis 67 je crois, par Israël. Ils sont officiellement en guerre. Même si pour l'instant les combats sont limités, c'est surtout Israël qui bombarde régulièrement en Syrie, notamment les intérêts iraniens, puisque l'Iran c'est le grand ennemi d'Israël. Vous voyez, ça commence déjà à se corser. Donc, les islamistes battant contre Bachar al-Assad, ils sont alliés d'Israël. Comment est-ce qu'Israël, qui prétend défendre la civilisation occidentale contre les méchants islamistes de Gaza, c'est comme ça qu'on présente les choses, et le Hezbollah, soutiennent des islamistes, parce que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Alors on peut dire, ah oui, mais si les islamistes faisaient tomber Bachar al-Assad, peut-être qu'après ils seraient combattus par Israël. C'est possible, en tout cas les Américains font souvent ça. Ils sont alliés aux Kurdes contre l'État islamique, et puis ils laissent tomber les Kurdes aux mains des Turcs. Par contre l'État islamique, ils étaient soutenus contre Bachar al-Assad, mais quand ils sont devenus un peu incontrôlables, et surtout quand la Russie est intervenue pour y mettre fin, c'était difficile de soutenir de façon trop visible les islamistes qui sont les ennemis de l'Occident. Alors on a commencé à bombarder aussi l'État islamique, notamment en Irak, mais on a permis, notamment grâce à la Turquie, à d'autres groupes, des affiliations, je dirais des divergences d'Al-Qaïda, de recommencer le même travail. Et donc on se retrouve dans une situation de nouveau où des islamistes soutenus plus ou moins ouvertement par l'Occident, dont Israël et la Turquie, attaquent Bachar al-Assad, qui lui est soutenu par l'Iran, le Hezbollah, la Russie, et de plus en plus ouvertement la Chine. Donc cette guerre mondiale, qui pour l'instant est semi-froide, mais de plus en plus chaude, je le crains, qui a lieu donc en Ukraine, qui a lieu au Soudan, j'en ai parlé dans une vidéo qui n'intéresse personne comme s'il ne comprenait pas que tout ça était lié, a également lieu au Proche-Orient. Donc ce sont des points chauds d'une guerre froide, et qui peut basculer en une véritable guerre, mais qui alors durera sans doute que quelques heures, hein, si c'est une guerre nucléaire. Je pense que vous avez compris que là c'est la destruction mutuelle assurée, entre principalement la Russie, avec son allié du moment la Chine, c'est pas un allié pour toujours, mais c'est un allié pour le moment, et les États-Unis avec l'Europe. Donc, est-ce que la situation est grave et dangereuse? Oui. Est-ce qu'elle va dégénérer? Ben ça j'en sais rien, mais moi je dirais quand même que non, probablement. Le risque, je le répète depuis mai 2022 dans une vidéo que je vous recommande, parce que quand on la voit avec 2 ans de recul, on se dit que j'avais quand même vu juste, que le risque, c'est que refusant leur défaite en Ukraine, les Américains poussent jusqu'à une guerre nucléaire. Évidemment, j'espère que ça n'aura pas lieu, et je pense que s'il y a quelques individus qui sont assez fous pour aller jusque-là, ce sera quand même qu'une minorité, et on peut espérer que les autres empêcheront leurs collègues, qu'ils soient ministres, parce que bon, le président Biden, on sait qu'il comprend plus rien à tout ça, que les ministres un petit peu moins agressifs que les autres empêcheront les plus agressifs d'arriver à leur fin. Et alors une fois que Trump sera au pouvoir, ben c'est très difficile de dire ce qui va se passer. J'ai fait une vidéo sur Trump, comme ça vous verrez mon avis. Moi je n'ai pas des espoirs infinis sur lui, je pense qu'il veut moins la guerre, qu'il va essayer vraiment de l'arrêter. Mais bon, il est assez brutal aussi, et donc si
son interlocuteur refuse ses conditions, il est capable de le menacer et faire pire que l'ancien. Hein. Trump, c'est un peu ce style-là. Donc on va voir. Mais en tout cas, il faut tenir jusqu'au 20 janvier pour le moment, et il faut donc que des puissances qui sont impliquées, principalement la Russie, qui est la première, mais l'Iran aussi, qui a un rôle très important, parviennent, ce qu'ils ont fait jusqu'ici, ils sont très raisonnables, ils répondent de façon très mesurée aux provocations, aux attaques de l'Occident, que ce soit d'ailleurs en Ukraine, en Russie ou en Iran, par rapport aux bombardements et aux envois de missiles israéliens. Les réponses sont très mesurées, et on espère que ça continue jusqu'au 20 janvier, et que, par miracle, Trump, qui prétend arrêter la guerre rapidement, le fera. Je vais encore mettre quelques extraits pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux ce qui se passe en Syrie, mais je ne vais pas aller trop loin parce que la vidéo est déjà longue, et dans quelques jours, si je vois qu'on a des informations nouvelles sur la Syrie, peut-être que je rajouterai une petite vidéo, mais je voulais vraiment vous parler de la situation en Israël et rappeler encore une fois, s'il vous plaît, arrêtez le manichéisme, de croire qu'il y a qu'un camp qui est gentil, genre à Gaza, c'est tous des gentils qui se font massacrer par les méchants israéliens, il n'y a personne qui a jamais rien fait, ils sont pas terroristes, ils tuent pas les gens, il n'y a pas de corruption, tout ça c'est n'importe quoi. Et croire que Israël, c'est la civilisation occidentale qui défend les valeurs, la démocratie, etc., c'est tout aussi stupide, c'est totalement faux. Israël est certes une démocratie, c'est vrai, bien meilleure d'ailleurs que les pays de l'Union européenne, hein. Il y a plus de liberté d'expression, l'opposition peut agir de façon beaucoup plus correcte que chez nous, donc ça c'est quand même important de le souligner. Mais je vous rappelle que le pays qui fait le plus de guerres depuis plus de 100 ans, ce sont les États-Unis. C'est une démocratie. Enfin, même si celle-là, certains peuvent discuter de savoir qui contrôle vraiment. En tout cas, c'est ce que nous, occidentaux, considérons comme une démocratie. Ça n'empêche pas des millions de gens de s'être fait massacrer par des bombes de façon tout à fait honteuse, en Irak, en Libye, etc. Donc, le fait qu'Israël soit une démocratie ne justifie en aucun cas le massacre d'une population et le jeu du gouvernement. Un jeu qui n'est pas, j'insiste, approuvé par la majorité des Israéliens. Je suis certain que plein d'Israéliens sont choqués du soutien du gouvernement Netanyahou aux islamistes qui luttent contre Bachar al-Assad. Même si peut-être qu'ils détestent Bachar al-Assad, les Israéliens ne veulent pas tous. Il y a bien sûr des fous dans la population, dans tous les pays. Hein. En Russie aussi, parfois on me montre des photos de nazis en Russie. Et on me dit, regarde, c'est la Russie qui est nazie. Ah ben non, il y a des nazis en Russie, il y a des nazis en Allemagne, il y a des nazis en France, il y a des nazis en Ukraine. La différence entre l'Ukraine et la Russie, c'est que les nazis en Ukraine, on les met au gouvernement. Mais voilà, en Russie, on les arrête. Dans la mesure du possible. Est-ce qu'il y en a encore qui sont dehors? Évidemment. C'est pas toujours facile. Bref, donc petite parenthèse. Donc les Américains sont habitués à soutenir, que ce soit des islamistes au Moyen-Orient, au Proche-Orient. C'est eux qui ont soutenu Oussama Ben Laden en Afghanistan pour lutter contre l'Union soviétique à l'époque. Hein. Donc c'est pas nouveau. Qui soutiennent des nazis comme en Ukraine, etc., c'est pas nouveau non plus. Il n'y a rien d'extraordinaire. Israël fait la même chose, évidemment. Mais si vous voyez les autres, regardez la Turquie, ils soutiennent d'un côté le camp russe, d'un autre côté les islamistes, des chefs d'État qui sont très bons, des grands stratèges au niveau géopolitique, ils font parfois des saloperies monstrueuses, en pensant à leur intérêt et non pas aux populations. Et c'est valable probablement dans tous les pays du monde, dans tous les pays concernés. Voilà, ça c'est vraiment le message que je voulais dire. Et si vous voulez comme moi qu'on arrive à la paix, c'est pas pour demain, mais c'est certainement pas en diabolisant un camp et en idéalisant un autre que vous y arriverez. Et si, comme le dit très bien Delval, Alexandre Delval au début, je me fais détester des deux camps, tant pis. Moi je suis dans un troisième camp, le camp de la paix. Parce que autant les Gazaouis que les Israéliens ont le droit de vivre en paix. Et si vous voulez que ça arrive, il faut arrêter de fermer les yeux sur les saloperies du camp que vous soutenez. Ça, c'est vraiment ma conclusion. Le pays est exsangue. Je veux dire, la guerre menée contre la Syrie depuis 2011, en fait, a épuisé tout le monde. L'appareil d'État, la société et l'armée. Et aussi l'autre élément, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas que les Syriens qui sont fautifs, c'est que, je veux dire, en Syrie, les Iraniens sont présents, les Russes sont présents, et l'État syrien, sur le plan militaire, ne peut pas prendre d'initiative, parce qu'on parlait d'Idlib, l'État syrien seul ne peut pas prendre l'initiative d'éliminer des groupes terroristes à Idlib. Il faut que ce soit fait avec l'aval de l'Iran et de la Russie. Et c'est là qu'on en vient à la question turque et l'implication de la Turquie. Il y avait des accords qui avaient été passés avec notamment la Turquie, puisqu'en fait il y a eu des confrontations encore, je crois, jusqu'en 2017, quelque chose comme ça.
carrément entre l'armée russe et l'armée turque. À un moment donné, je veux dire, il y a eu des confrontations directes. Ensuite, il y a eu des négociations. Souvenez-vous, à l'époque, c'était extrêmement tendu, les rencontres, Erdogan à Moscou, Shoigu. Je veux dire, c'était hyper tendu. On avait l'impression qu'ils allaient se foutre sur la tête. Bref, ils sont arrivés à des accords. Et c'est pour ça que tout de suite, là, 24 heures après la prise d'Alep, les Iraniens et les Russes ont dit Erdogan a violé les accords qu'on avait passés. Donc, en fait, le stationnement des groupes terroristes à Idlib et le fait que les Syriens ne les ont pas attaqués résulte de cet accord, une sorte de statu quo qui a paralysé tous les acteurs. Voilà, statu quo qui a été brisé en fait, notamment par la Turquie. Voilà, et puis ajoutons les frappes récurrentes menées par l'armée israélienne contre les positions syriennes qui n'arrangent pas. Depuis 2012. Depuis 2012. Mais de manière récurrente, contre des entrepôts d'armes, contre des. Voilà, avant de laisser la parole, ça c'est très important parce que pour ceux qui disent oui mais ils se battent contre le tyran Assad, etc. Simplement regardez, observez les alliances. Qui est allié avec qui? Et j'ai publié sur Twitter, je vous renvoie, j'ai relayé des articles notamment de Times of Israel et une autre déclaration d'un officier supérieur militaire israélien, et c'est déclaré ouvertement aujourd'hui. Du côté des rebelles et du côté de l'opposition anti-Assad, ils disent clairement qu'ils ont besoin de l'aide des Israéliens et qu'ils sont prêts à faire la paix avec les Israéliens et à installer même une ambassade israélienne en Syrie une fois qu'ils auront pris. Je vais mettre les liens en descriptif. Voilà. Et du côté israélien, pareil. Donc aujourd'hui, il n'y a même plus besoin de rentrer dans des explications complexes, etc., et d'aller faire de la recherche. Ils le disent eux-mêmes. Les takfiris, les terroristes en Syrie sont alliés avec Israël de façon quasiment officielle aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez évoqué le Soudan, le Mali, avec les Touaregs qui ont été soutenus par les Ukrainiens notamment. Oui, là, comme vous pouvez le constater, vous voyez, les Ukrainiens quelque part, ils sont obligés d'aller sur l'échiquier international. Ils peuvent pas se contenter de rester sur leur zone à eux. D'ailleurs, l'attentat terroriste qu'il y avait eu en Russie, c'était probablement une question de filière ukrainienne aussi, quoi. De nouveau. Hein. Ouais. Oui, mais le terrorisme est une tradition bandériste qui remonte aux années 30-40. Il demeure fidèle quand même, pas tous les Ukrainiens, mais je parle des bandéristes qui sont au pouvoir directement ou indirectement. Alors maintenant, j'ai une question très simple. Maintenant, en 2024, actuellement en Syrie, à quoi joue Erdogan? Comment positionner ce que fait la Turquie actuellement avec la géopolitique turque et la vision géopolitique turque? Qu'est-ce qu'il cherche actuellement en Syrie? Après tous les accords qui ont été faits, ça a été évoqué par Youssef Indy, pourquoi a-t-il décidé de rompre, de violer ces accords en réenclenchant un chaos dans la région? Alors, je pense que tout d'abord, quand on parle de la Turquie, il faut d'abord avoir une vue d'ensemble déjà des problèmes internes à la Turquie. C'est-à-dire que la Turquie, elle est dans une situation économique déplorable. Ça déjà d'une part. Je sais que ça énerve beaucoup de compatriotes turcs d'amener les choses à l'économie, mais quand on parle de Turquie, on n'a pas le choix ces dernières années de parler d'économie. Et donc, ces problèmes économiques ne surviennent pas seulement par des mauvaises manipulations financières, mais par un arrivage d'immigrés syriens. Et d'une manière complètement disproportionnée. C'est-à-dire que ces 10 dernières années, il y a un arrivage de millions de Syriens en Turquie, mais pas que de Syriens, d'Afghans aussi. C'est-à-dire qu'on a à peu près un arrivage de 10 millions de migrants en Turquie ces 10 dernières années. C'est un chiffre qui bat absolument tous les records. Je veux dire par là que aucun État ne peut tenir avec ce nombre de migrants qui arrivent dans un si court laps de temps. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation turque à l'heure actuelle où, eh bien, les Turcs ne font plus d'enfants et alors que les Turcs avaient une croissance quand même phénoménale jusque dans les années 2010.
Et c'est à partir du problème syrien que tout ça a commencé. C'est-à-dire que la Turquie est rentrée dans une espèce d'engrenage, et cet engrenage dans lequel est entrée la Turquie est lié à la question kurde. C'est-à-dire qu'on peut tourner de toutes les manières qu'on veut, dessiner tous les scénarios qu'on veut. La Turquie, si elle se mêle des questions de la Syrie, c'est précisément parce qu'elle a un problème avec les Kurdes, avec la question kurde, qui est une épine dans le pied et avec laquelle elle est amputée, elle ne peut pas avancer comme elle veut. Voilà, évidemment la vidéo était longue, c'est un sujet important, complexe, et quand on est en Europe, on est quand même très proche d'être concerné. Donc, je pense que ça valait la peine. Je ne vais plus parler de ce conflit tout de suite, sauf s'il y a vraiment une évolution extraordinaire. Par contre, je reviendrai sur le conflit russo-ukrainien, dont j'ai plus parlé depuis longtemps. Mais je voudrais vous suggérer vraiment d'aller revoir cette vidéo de mai 2022, parce que ce qui se passe aujourd'hui, avec les menaces nucléaires, etc., c'est un des scénarios que je craignais, que j'ai décrit, donc déjà en mai 2022. Et il se passe exactement ça. Et c'est vrai que c'est un peu difficile pour moi de refaire une vidéo pour dire la même chose, alors que je l'avais dit déjà il y a 2 ans. Par contre, oui, il y a des choses sur lesquelles je vais pouvoir insister un petit peu, des nouvelles informations, il s'est quand même passé beaucoup de choses, et donc je prépare une vidéo sur ce sujet. Je ne sais pas pour quand ce sera, parce que j'ai beaucoup de vidéos sur le feu. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et comme d'habitude, pour votre soutien, je vous rappelle que c'est pour l'instant grâce aux dons que je vis, et m'installer en Colombie me permettra d'avoir un salaire, mais un salaire colombien. Allez voir le salaire minimum en Colombie, celui que je vais recevoir, Marine est là aussi, et vous allez comprendre que votre soutien sera encore nécessaire pour continuer toutes nos actions bénévoles à côté, bien sûr, du travail que nous ferons à Loma Merchan, à Bucaramanga. Voilà. Merci aussi pour vos pouces, vos partages, vos commentaires, c'est ça qui dynamise la chaîne, c'est très important. À très bientôt.